y va. Éteignez-moi un peu la lumière. Ambiance. Il me faut un écho pour le début. La chanson, elle veut ça. On est prêt à tout pour faire rire quand on est humoriste. On est prêt à se tuer, prêt à se flageller pour faire rire, à se faire mal. Parce que c'est comme ça qu'on vit. À partir du moment où je fais un rire, il y a cette communion humaine, quoi. Ce moment de vie absolument merveilleux. C'est un acte d'amour. Savoir faire rire et sourire, je crois que ça fait partie de l'inné. Je ne pense pas que ça s'enseigne. Je vous balade pas pour de la merde, je vous balade pour vous faire rire. Pour que le rire tombe, il faut vraiment vouloir qu'il tombe, et moi j'aime ça. Ce soir, Archives secrètes vous propose de lever le voile sur les grands humoristes. Vous allez revoir des sketchs et les personnages qui les ont rendus populaires, mais aussi découvrir des séquences totalement inédites, des séances de travail et de répétition. Florence Foresti est devenue l'une des comiques préférées des Français. Derrière son apparente décontraction se cache une perfectionniste que vous verrez en coulisses à la recherche des meilleurs effets. Jean Rochefort avait fait de la dérision une arme de séduction massive. Sa fille, Clémence, nous révèle des images jamais diffusées de ce père très tôt doué pour l'humour. Avant de triompher seule en scène, Muriel Robin s'est épanouie dans une troupe de café-théâtre dans un petit village du Lot-et-Garonne. Sans cette aventure collective, elle aurait pu tout arrêter. 20 ans avant le carton de Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone s'essayait au mime dans le secret de sa chambre d'adolescent. Nous avons retrouvé les traces de ses premiers pas timides qui l'ont conduit finalement au triomphe à l'Olympia. Voici les maîtres du rire, un nouveau chapitre d'Archives secrètes. Alors, on partage, parce que sinon il y en a pour la nuit. Alors ça fait, on est 14, sur 100 francs, ça fait 1004. Le service, tout, on va lire 110, ça va tout englober, on va pas chipoter. 110, ça m'a l'air bien. Voilà. Alors ça fait 110 francs. Pardon? On fait le détail? Ça va être simple, ça encore, je le sens bien. Bon, alors, levez bien la main, ceux qui ont pris des formules. Pourquoi ils lèvent tous la main? Ils font des... Ah, on s'est pas compris, hein. Non, bonsoir. Non, c'est juste pour ma table, En 1990, avec son sketch L'Addition, Muriel Robin, 35 ans, fait pour la première fois un triomphe à l'Olympia. Avant de devenir une humoriste vedette, la jeune femme de Saint-Étienne a mis du temps à trouver sa voie. Nous allons vous raconter comment cette histoire a débuté. Grâce à des documents inédits, vous revivrez ses premiers pas sur les planches. Sans la proposition d'intégrer une troupe de théâtre du sud-ouest de la France, la comédienne aurait sans doute renoncé à ce métier. J'ai une petite famille comme ça autour de moi. J'aime essentiellement les gens. J'ai besoin de partager, donc seule, j'arrive pas à me dire je vais aller faire ça ou ça. Je vais faire ce que l'autre va faire, en fin de compte. Nous sommes en 1993. Muriel Robin est la première invitée de l'émission C'est votre vie, présentée par Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Et voici Muriel Robin. Elle ne se doute pas que la troupe de théâtre dont elle faisait partie 15 ans plus tôt lui a préparé une petite surprise. Ils sont là, dans la salle. Les baladins, les voilà. Ce n'est pas une émission, c'est une catastrophe. Oui, oui. Alors les baladins, c'est une magnifique troupe qui a recueilli Muriel il y a quelques années, alors qu'elle était tout à fait débutante. La première fois que je suis allée au Baladin, c'était en 78. J'étais en première année de conservatoire.
Et j'ai joué une pièce. J'avais envie de rester là-bas dans le Lot-et-Garonne. Puis il fallait que je finisse mon conservatoire. C'est à l'âge de 23 ans qu'elle croise la route de Roger Louret, le fondateur de la troupe des Baladins, qui a pour elle un coup de cœur artistique. C'est un souvenir absolument inoubliable. J'ai tout de suite compris la personnalité, le talent hallucinant que pouvait avoir cette fille. Il y avait un sentiment de défoulement, de joie d'être sur scène et tout. C'est un souvenir, je ne peux pas oublier ça. Mais autant te dire que dès que j'ai fini le conservatoire, je suis allée là-bas et j'ai vécu 2 ans là-bas. Et je savais que ça allait durer longtemps. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, quoi, qu'on ne se quitte pas, qu'on partage tout, qu'on se dit tout. Voilà, les amis, quoi. Moi, je me dis, je me sens que j'ai beaucoup de chance. Élève du prestigieux Conservatoire d'art dramatique de Paris, Muriel Robin ne s'y est jamais sentie à l'aise. Son jeu était moqué par ses camarades. Nous, souvent, on disait, oui, elle joue comme Maillan. Pour nous, c'était une représentante du théâtre de boulevard. Et, à la limite, qu'est-ce qu'elle faisait là? Muriel Robin sort lauréate, mais pleine de désillusions sur ce métier. Roger Louret n'a pas oublié une promesse qu'elle lui a faite. Je lui ai dit, tu m'as promis, si je t'écris une pièce, tu m'avais promis que tu la jouerais, je viens de t'écrire une pièce, tu as le premier rôle et tu viens me le jouer. Point. Et elle m'a dit, bon, mais d'accord, je viens. Elle parcourt alors 700 km et débarque à Monclar, ce petit village du Lot-et-Garonne où Roger Louret a installé sa compagnie dans le café de ses parents. Elle va y devenir l'héroïne de la pièce Sus aux Azous. C'est l'histoire d'un cabaret, et ce cabaret est tenu par une femme qui le mène exactement comme une entreprise. Vous ne voyez rien. Je pense que nous devons trouver du nouveau si nous voulons nous refaire une clientèle solide. Et pour cela, ce qui nous manque le plus, c'est l'originalité. Il ne faut pas avoir peur des mots et regarder la situation en face. Au début, vous vous amusiez, les résultats étaient là. Maintenant, tout est trop sage. C'est pas notre faute si ça nous branche pas tous les jours. Je n'ai pas l'intention de refaire le monde, mais le spectacle. J'aime bien savoir à quoi je m'attaque et surtout si j'ai des chances d'arriver au but. Le reste, hein, le spectacle, le spectacle, le spectacle. À la fois épanouie et intimidée, Muriel Robin donne sa première interview télévisée à cette occasion. Aux Azous, les baladins en Agenais, jeudi au théâtre, voilà. Tout un programme. Est-ce que le public va accueillir de la même manière le spectacle? J'espère que le spectacle sera bien accueilli et il n'y a pas de raison que ce soit différent. Nous présentons un spectacle drôle, burlesque et qui s'adresse à tout public. J'aime beaucoup cette pièce, j'aime beaucoup le personnage que je défends. C'est une femme comme j'aimerais être, qui est généreuse, fragile, autoritaire, pour se défendre un peu de tout ça. Si Muriel est restée à Monclar, je pense que c'est qu'elle avait le sentiment qu'elle y apprenait beaucoup de choses. On s'entendait à merveille, on s'amusait comme des fous. Qu'est-ce qu'on s'est marré? On a bossé, mais vraiment, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré? Un photographe du quotidien Sud-Ouest assiste un jour à une représentation. Philippe Taris réalise pour le journal une série de clichés, pour la plupart restés inconnus. Il n'a rien oublié de l'esprit de cette troupe, comme les partenaires de jeu de Muriel Robin. Là, on est dans le bar, on voit Muriel en train de répéter. On voit les habitués du bar, ceux qui jouent à la belote tous les jours à table, là. Tout ça a été mélangé, c'était assez incroyable. Elle ne se prenait pas pour une star. Là-bas, tout le monde l'appelait Mumu. Des vieux qui venaient prendre leur verre de vin blanc le matin, avec des comédiens qui essayaient des costumes dans les coins, qui répétaient dans les coins. Muriel s'est sentie bien là-bas au Baladin, parce qu'il y avait une très très grande liberté de faire, de proposer et de jouer. Elle a découvert à Monclar le fait qu'on peut être heureux en faisant du théâtre. Mais je pense qu'elle découvrait sa propre personnalité. J'irais même jusqu'à dire qu'elle découvrait sa propre liberté. L'expérience des Baladins permet à Muriel de reprendre confiance en elle. Avec 2 amis de la troupe, elle tente même sa chance dans une émission de télévision qui met en avant les jeunes talents.
Le 15 février 1984, elle présente son premier sketch dans le théâtre de Bouvard. Il faut quelque chose pour ce soir, absolument. Eh bien voilà, madame, nous avons trouvé voilà notre dernière création pour vous, madame. Oh, bah, c'est pas mal, ça. Hein? C'est original, C'est pas hein. mal. Je vais le passer tout de suite. Eh bien, bien sûr. Voilà, vous m'aidez un petit peu. Oui, voilà. Ça va? Oui, ça va aller, ça va aller. Eh ben, bien, bien. Écoutez, est-ce que je le remplis assez? Mais évidemment, si ça déborde, vous ne pourrez plus le fermer. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fera pas très net. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, je suis emmerdée. Ah bah, c'est normal. Oui, parce que je grossis en ce moment. On s'en fout. Complètement. Oui, merci. Marie-Pierre, on essaie la petite jupe? Oui, il y a la petite jupe, ah oui, bien Oh, sûr. Voilà. Oh, bah oui, c'est pognon. Mais où allez-vous chercher des trucs pareils? Vous savez, avec Nicole, nous avons voulu faire du jamais fait, du jamais vu, n'est-ce Ah pas, bah, c'est Nicole? très réussi. Voilà. Nous appelons ce petit ensemble sac-poupe. Sac-poupe, comme c'est drôle. Ses apparitions régulières dans l'émission lui donnent une petite notoriété, mais elle n'abandonne pas du tout la troupe du Lot-et-Garonne. Amis, ce soir à 21h au Baladin, grande soirée théâtrale. Jean-Paul Delvort, comédien de la troupe, a conservé des captations des pièces jouées au Baladin. Des images jamais vues de Muriel Robin, des documents de travail et des premières qui donnent à voir l'évolution de son jeu. Dans J'ai 20 ans, je t'emmerde, la comédienne incarne une bourgeoise cherchant à intégrer une bande de jeunes. Coucou les garçons. Non, les filles. Très madame Garonne, on est là. Bonjour. Kiss. Oh, c'est amusant ça. Kiss. Que nous voulons faire une visite aussi inattendue. Vous savez, ce soir, c'est un petit peu de ma jeunesse qui sera en scène. Jolie image. Absolument, je suis là pour vous aider et ça me fait tellement plaisir. C'est bon, j'ai bien reposé mes services à votre ami, que je rencontre plus de fois chez une amie. Enfin, chez sa maman, quoi. Depuis quelque temps, nous ne le voyons plus. Un courant d'air, un ouragan. Tout est là, hein. Tout ce qui apparaît ensuite dans les sketchs, la gestuelle, le rythme, le sourcil qui se lève. Elle prenait vraiment sa place, elle avait une personnalité qu'on retrouvait dans sa façon de jouer et d'imposer une évidence. Elle avait de grandes tirades, elle balançait ça comme de la tragédie, mais haut de gamme. Elle en imposait, quoi. Il vous plaira beaucoup. Il a même sympathisé avec mon canari. Oui. Parmi les trésors conservés par Jean-Paul Delvort, Montclar Blues, une comédie musicale jouée à Montclar en 1987. Pour ce spectacle, dans lequel Muriel Robin apparaît métamorphosée dans le rôle de Rosalie, la troupe a déserté le café des débuts, trop petit, pour accueillir le public très nombreux. Pour parler de ce premier sujet, nous recevons une jeune Parisienne, ethnologue, Rosalie. Voici Rosalie. Salut, c'est français. Par elle, nous ferons de grandes choses. Par elle, nous aurons une renommée internationale. Muriel, merveilleuse, avec ses rouleaux. Excusez-moi, vous avez justement tout à l'heure. Celle-là, elle est raide. Je veux faire souffler mon mec comme ça sous le nez. Bon, qu'est-ce qui reste? Muriel Robin se montre très à l'aise sur scène. Et pourtant, quelques heures auparavant, il n'était pas prévu qu'elle joue. Je me suis cassé le pied, en fait. Et donc, je ne pouvais plus danser. Muriel, qui était présente, avait proposé de me remplacer dans le rôle de cette fameuse Parisienne qui débarquait dans ce village. Et elle savait le texte, elle savait toutes les places et tout ça. Hein. C'était assez impressionnant. Un an plus tard, en 1988, tout s'accélère lorsqu'elle fait un spectacle, un seul en scène, dont elle assure la promotion dans une émission de divertissement. Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu veux en venir. Je suis ta mère, je te connais comme si je t'avais faite. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes? Pour que tu l'épouses? 2 secondes. Patricia, je ne te cache pas que je suis sur le cul. Excuse-moi, pour l'instant, je te livre les mots comme ils arrivent. Elle a tout fait pour que je vienne le voir, ce one-man show. Je me souviens, j'y suis allé, j'ai trouvé ça mais génial. Et c'est après qu'elle m'a demandé de la mettre en scène pour le Splendide. C'est bien à Roger Louret, l'homme qui lui a donné sa chance à ses débuts, que la comédienne veut rendre l'appareil.
il signe la mise en scène de son one-woman show, rempli d'une galerie de personnages et de leurs travers, comme dans l'addition ou le salon de coiffure. Alors, nous, qu'est-ce qui pousse vite les vôtres? Vous tirez dessus la nuit ou quoi? Tiens, Mme Rignac, comment ça va? Ça va bien, Mme Rignac? Qu'est-ce qu'elle veut, notre Mme Rignac? Un petit rendez-vous? Allez, j'arrive. Je regarde son rendez-vous, hein, je vous abandonne 2 secondes. Ouais. Alors, Mme Rignac, ça va? Comment ça a marché, vous, aujourd'hui? Ça a été... Nous, on a bien bricolé. Pour vous dire qu'on a fait des poires carrées, mais enfin, bon, allez. Ça n'a pas trop mal tourné. Alors, ce rendez-vous, moi, j'ai pensé mercredi midi. Non, vous pouvez pas. Oh, 11h. Mais non, je peux pas la bouger, madame. Pas bien la bouger, pas bien la bouger, madame. Jeudi à ce moment-là, alors. Hein? Non, pas jeudi, qu'est-ce qu'il y a jeudi? Personne ne veut venir jeudi. Qu'est-ce qu'on leur fait d'abord? Shampoing, brushing. Les racines, elles sont bien, vous avez fait la dernière fois. Mme Rignac. Et tout de suite. Allez, tout de suite, c'est parti, mon kiki, ça sera fait. On y va, installez-vous au bac. Sandrine, shampoing. Je suis essentiellement intéressée par le quotidien, par ces personnages comme ça qui ont l'air de ne rien dire, qui ont l'air complètement banals et qui en même temps sont, moi je les trouve d'une poésie, quoi. Enfin, les gens comme ça, cette gérante au salon de coiffure, elle me ferait presque pleurer, quoi. Il faut ouvrir les yeux, les oreilles, on se remplit comme ça de couleurs, de choses, et puis oui, c'est ça qui ressort. Après le Splendide, il y aura plus grand encore, l'Olympia au début des années 90. 15 jours avant ce rendez-vous important dans ce temple du music-hall, Muriel Robin est de retour dans le Sud-Ouest. Elle accompagne son amie Catherine Lara, musicienne et interprète. À leur demande, la troupe des Baladins va assurer les chœurs sur un tube de la chanteuse. Ces répétitions, filmées par le régisseur des Baladins, n'ont jamais été diffusées. Alors vas-y, balance la tone. S'il te plaît. Avec la complicité de Catherine Lara, Muriel Robin a prévu une autre surprise pour le public. Ce soir, elle jouera un de ses sketchs les plus connus, La Lettre. En attendant, elle répète. T'as l'air contrarié, mémé. Eh, pousse-toi. T'as l'air contrarié. Mais j'hésite. Moi un peu, là. Pardon. Non, c'est-à-dire que je suis contrarié, effectivement. Voilà, j'ai besoin d'avoir une lettre de mon chien, enfin de mon mec. Et voilà ce qui se passe. Pouf, alors sketch, badada, 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 badada. Sketch, donc là on est en poursuite. Et sketch, et la fin du sketch, je plie la lettre. Je dis de toute façon, bon ben, moi ça va pas, ce mec il me va pas, c'est pas ça, je sais pas comment ça marche. Ça n'a l'air de rien, même si c'était des sketchs qu'elle avait déjà joués et rejoués. C'était un contexte particulier parce que ça se passait dans les fossés d'un château médiéval où il faut jouer avec le cadre et tout. Donc c'est pas un zénith, hein. Et comme prévu, en plein spectacle, Catherine Lara interpelle Muriel Robin. T'as l'air contrarié, Muriel, il se passe quelque chose? Un petit peu contrarié. Qu'est-ce qui se passe? Alors, très contrarié. Je vais vous expliquer deux pouces. C'est vrai que je suis contrarié, je faisais un peu la tête, moi. Parce que je viens de recevoir une lettre de mon fiancé et je vais vous la lire parce que ça vaut le coup. Je vous jure 2 secondes, il n'y en a pas pour... J'y vais. 2 secondes, Catherine, merci beaucoup. Ma chérie, c'est moi. Je t'écris d'Amsterdam où je me sens si seule sans toi. Je ne sais pas vivre sans toi. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Alors, tout peut s'oublier, lui. Mais ça, c'est facile. Moi, il y a des trucs que j'ai bien en travers, quand même. Enfin, bon. Alors, bon, après. Alors, qui s'enfuit déjà? Quoi qu'ils s'enfuit déjà, je sais pas ce que c'est. Alors, je peux pas vous le dire. Je suis troublé, vous voyez. Du coup, attendez, je reprends parce que, alors... Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Ça veut rien dire, non? Hein? C'est pas vous? Bon, alors après.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ça me rappelle une chanson, non? Voilà, alors à côté de ça, je reconnais que c'est très très joliment écrit. Je le sais très bien, parce que c'est un petit peu comme ça qu'il m'a eu. Moi, j'adore ça, les poètes, j'adore ça, quoi. C'est magique, il faut dire ce qui est. Hein. Il y en a un que j'aimais beaucoup. Je suis sûre que vous le connaissez tous, d'ailleurs. Il s'appelait Jacques... Prévert. Cette escapade dans le Lot-et-Garonne et ses retrouvailles avec la troupe de ses débuts ont été pour elle une respiration avant une échéance très importante dans sa carrière. Sa première à l'Olympia, devant près de 2000 spectateurs. Quand on est toute seule, pour que le rire tombe, il faut vraiment vouloir qu'il tombe. Et moi, j'aime ça, d'ailleurs. J'aime ça, parce que plus ils sont nombreux, moi j'ai peur, parce que... faut tout donner, quoi. Je rentre avec une rage, mais pourquoi, comment, je sais pas. Parce que tout d'un coup, c'est moi qui tiens les rênes et je vous balade comme je veux. Je vous balade pas pour de la merde, je vous balade pour vous faire rire. Et quand c'est fini et qu'on voit que les gens sont... Ils se trompent pas, les gens, ils savent quand on leur donne quelque chose. Le public la plébiscite et lui impose une tournée des plus grandes salles partout en France. Muriel Robin ne boude pas ce plaisir de la popularité. Mais il lui manque quelque chose. Partager la scène. Une légende du rire va venir combler ce manque. Guy Bedos a repéré son talent. Il veut monter un spectacle avec elle. Nous avons sorti de l'oubli des images de répétition et des moments d'intimité complices entre les deux artistes. Tout commence à l'été 1991. Guy Bedos invite Muriel Robin dans sa maison en Corse pour finaliser l'écriture et répéter. On se refait la scène de Gros René? Tu ris, bonne bête? Oui, car tu me fais rire. La peste soit ton riz, voilà mon courroux déjà dulcifié. Romprons-nous ou ne romprons-nous pas? Vois. Vois-toi. Vois toi-même. Cet après-midi-là, parmi les 21 sketchs du spectacle, c'est Molière, Musset, Shakespeare et nous qu'ils se mettent en bouche. Je te pardonne. Et moi, je te fais grâce. Mon Dieu, qu'à tes appâts, je suis à coquiner. Que Marinette est sotte après son Gros René. C'est avec ou après? Après son Gros René. On s'en refait. Je ne dirai rien. Ni moi non, ni moi. Ni moi. La scène du rire. Oh, dur. C'est dur à faire, le rire. Très dur, très dur. Hein? Oh. Vous apportez quoi à tous les deux, enfin à vous Moi, ça m'a apporté une amitié, déjà, un ami, vraiment, je l'ai découvert. Nous, notre relation a été très bonne pour moi. J'ai appris beaucoup, il a quelques années de plus que moi. Pas beaucoup, un petit peu. Je peux parler d'une bonne femme avec son mari paralysé. Alors, je dis ça, c'est pas un hasard. Il y a un sketch comme ça. Muriel joue ma femme. Moi, c'était mon rêve. En même temps, j'avais envie de jouer un sketch où je dis rien et où on me pousse dans une petite voiture. Tu vois, j'avais envie de faire ça. Bon, ben, le truc est d'une cruauté terrible. Et en même temps, bonjour madame, comment allez-vous? C'est le bonheur de tous les jours, de se comprendre. On se dit, bah, tiens, là, ça colle, là, ça colle. Et on est passé à moi avec des gens qu'on connaît depuis 20 ans. Et il se trouve que ça fonctionne avec Guy. Vraiment, c'est grande chance. Un énorme coup de bol, quoi. Petite mumu. À la fin de l'été 1992, le spectacle est prêt. Muriel Robin et Guy Bedos rentrent à Paris pour en assurer la promotion dans le journal télévisé. Je ne peux pas prendre cette place-là, je rêverais. On téléphone à Hervé Bourg. Bonsoir Guy Bedos, bonsoir Muriel Robin. Non, mais je suis une C'est comique. l'actualité qui vous fait rire comme ça? Du tout. Non, mais comme je suis une comique, je me dis, il faut que je sois drôle. Alors Vous l'êtes de toute façon. Dommage qu'elle boive. Ah, c'est ça. J'ai un mal avec cette femme. Moi, je suis ravi de vous Arrête accueillir. ce journal, on va croire tout ce que tu dis. Je suis ravi de vous accueillir parce que je vous aime tous les deux et on vous aime tous les deux parce que vous allez vous unir à l'Olympia. Qu'est-ce que vous racontez? Sur scène. Ah oui, d'accord. Sur scène, à l'Olympia le 13 octobre. Alors, le partage, il va s'opérer Oui, comment? Paul. C'est l'indépendance association ou la fusion? Alors,
Alors. Comme il y a des mots compliqués, tu vas répondre. En fait, c'est un panaché. C'est un panaché de ce que vous venez de dire. C'est à la fois l'indépendance, j'espère qu'elle va me lâcher un peu en dehors des heures de service, et puis en même temps c'est la fusion parce que voilà, ça va décoller sec. Moi, j'étais pas pour. C'est lui qui a voulu cette valse. Capricieux. Il va se claquer d'entrée. Il fait très gamin, hein? Surtout de loin. Ces types qui refusent leur âge, c'est terrible. Pensez, il était déjà vedette quand j'avais 7 ans. Pourvu que le cœur tienne, hein? Oulala, c'est tout ce qu'on demande, hein? Regardez-le. Il se crève pour rien, c'est pathétique. Allez, j'y retourne, avant qu'on appelle le SAMU. Ce duo, où chacun doit trouver sa place, donne à Muriel Robin une nouvelle manière d'aborder la mécanique du rire. Moi, c'est vrai que j'ai eu besoin surtout d'être avec d'autres pour apprendre à moins jouer en force. J'avais un jeu seul, très en force, très agressif comme ça. Il fallait que le rire tombe à chaque phrase, vraiment. Avec Guy, j'ai travaillé sur la sobriété. Je m'efforçais, par exemple, à ne rien faire. Ne rien faire sur une scène, ne rien faire. Et j'adorais les moments où j'écoutais. Voilà, ne rien faire, ne rien faire. Seul, on peut pas ne rien faire. Ça apprend à jouer autrement. Faire rire avec les mots d'autres aussi, c'était aussi une volonté de ma part. Ce lâcher-prise de Muriel Robin, c'est sans doute ce qui explique l'arrivée d'un moment que les comédiens redoutent, mais que le public adore. Carola, tu l'as passé le contrôle antidopage? Positive. Oh, puttana di puttana, arrête! Matello, tu mets quoi dans mon thermos? Sel, poivre, une demi-vitamine C et un tout petit peu de nitroglycéro-hormonil. Ça se trouve pas en France. Et quand j'ai eu les poils qui poussaient derrière les genoux, ça t'a pas aidé. Si. Ça m'a gêné. Ma la vérité, Carola, tu me fais rire, tu sais. Je suis dopé. La vérité, Carola. 60 cm au championnat d'Europe. Tu rencontres Ibiscou. 4,22 m au jubilé. Bon bouc. Scusami. C'est ça la vérité, Carola, tu me fais rire. Je suis dopé. Allez, ça va. È finita la commedia. Tu es folle. Ce fou rire, mémorable, symbole de la complicité entre les deux artistes, fait entrer le spectacle Bedos-Robin dans les grands classiques de l'humour. Les rires des spectateurs me font me sentir vivante, a l'habitude de dire Florence Foresti, dont la vocation est née en découvrant le talent de Muriel Robin. Avant de triompher dans les grandes salles, celle qui revendique une filiation avec son aîné a séduit le grand public en imitant et en caricaturant des personnalités à la télévision. Voici mademoiselle, Isabelle Adjani. En septembre 2006, Laurent Ruquier lance l'émission On n'est pas couché. Et chaque semaine, il demande à l'humoriste d'incarner la personnalité qu'il n'a pas pu recevoir sur son plateau. Je vous en prie, Isabelle, bonsoir, installez-vous. Nous sommes évidemment très très heureux de vous recevoir. Tu m'étonnes. Sans compter que je n'ai même pas eu le temps de me changer, je sors de scène, je suis désolée. J'ai fait un triomphe, je vous remercie. Par contre, je suis désolée, je suis encore un peu dans mon personnage. Enfin, en tout cas, c'est elle qui m'habite encore pour quelques instants.
1 minute. Ça y est, elle est partie. Je précise, mademoiselle Adjani, que vous jouez en ce moment au théâtre le rôle de Marie Stuart, reine déchue. Reine d'Écosse. Oui, d'accord. Pas reine déchue. Ça n'empêche pas. Manifestement, vous n'avez pas vu la pièce, qui ne m'étonne guère. Les gens des médias sont des chiens. Ah oui. Et demain matin, vous serez tous pendus. Pardon. L'histoire de Florence Foresti commence bien loin des plateaux de télévision. Nous allons vous dévoiler les secrets d'une ascension, celle d'une autodidacte du rire, devenue l'une des comiques préférées des Français. Ne rate pas le moment où je monte mon nombril, parce que ça, je pense que c'est, bon, ça va faire fantasmer des milliards de gens, pourquoi s'en passer? Vous allez découvrir ses premiers pas sur la scène d'une petite salle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Vous avez l'air bien installé, je suis contente. Vous êtes tous agglutinés, comme ça c'est ridicule. Et vous verrez comment la télévision a fait exploser sa carrière grâce à des personnages devenus cultes. Madame Dominique Picaud, ministre des Affaires problématiques. Bonsoir. Voici des images inédites de ses plus grandes tournées On est trop des poilous, on traîne dans les gars. qui dévoilent les coulisses d'un incroyable parcours. Hello there. Ah, mais pas sur les cils, hein. Florence. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Cette histoire démarre à Lyon. En 1995, Florence Foresti a 20 ans. Elle veut devenir humoriste, mais elle ne sait pas comment se former. Je m'étais inscrite dans un cours de théâtre classique, quoi. Et là, mais c'est hyper oppressant pour moi parce qu'on passe tour à tour des textes. Et moi, je me disais, mais c'est abominable, c'est pas ça que je veux faire. Je m'en foutais de répéter, je m'en foutais de la théorie, je voulais tout de suite jouer devant le public. J'étais entourée de gens, on va passer du Hanouille, du Beckett et du machin, et moi je dis, bah, moi je vais faire Murray Robin alors. Mon rêve, c'était comique. Comique. Au bout de 2 jours, la jeune femme abandonne les cours. Elle devient graphiste pour gagner sa vie, mais réussit à se produire dans des petits cafés-théâtres de la ville. À la fin des années 90, elle fonde avec Céline Lanucci et Cécile Giroux un trio d'humoristes. Bon, Roger, il va bientôt falloir y aller, là, il va faire nuit. Putain, quelle tortue! Les taupes modèles ne tardent pas à se faire repérer dans la région. Ça va bien, mon pote? Allez, toi, la baisse. Alors, comment? Qu'est-ce qu'on a raconté? La meuf, là? Ouais. Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que j'ai raconté? Il me demande qu'est-ce que j'ai raconté. Il me dit comme ça, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que je raconte? J'étais ravie de commencer à 3. Ça m'a beaucoup plu, cette expérience-là, parce que c'était une manière de se frotter au public tout de suite. Puis le spectacle a pris tellement d'ampleur et il a tellement bien marché en province que j'ai quitté mon job. J'étais infographiste à l'époque. Mais j'avais trop envie d'être seule en scène. Ça, c'est un truc qui s'explique pas. Quand t'as ce désir-là d'écrire tes propres textes et de les défendre, bah, y a un moment, il faut que tu ailles, quoi. Florence Foresti se lance donc dans l'écriture de son premier one-woman show. Mais celle qui rêve d'une carrière à la Muriel Robin sait que Paris est le passage obligé. En 2003, elle est à l'affiche du Point Virgule, une petite salle réputée du Marais. Le caméraman Jérôme Vassilakos a pour mission de filmer les humoristes prometteurs. Il nous a confié ces précieuses images qui sont diffusées pour la première fois. Et dans ce premier spectacle, Florence Foresti joue un sketch qu'elle a finalement abandonné par la suite. Voici l'unique trace du banquier. Oui, je viens vous voir au sujet de cette lettre. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit courrier. Qu'est-ce que c'est la phrase qui veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire là? Vous êtes à découvert de 34 000 €. Qu'est-ce que vous essayez de me dire au juste? Qu'est-ce que c'est que ces sous-entendus merdeux là comme ça? Découvert, c'est un bien grand mot quand même. Découvert. Vous avez rien découvert du tout, on se connaît à peine. Hein? Un peu d'humilité, mon vieux. Hein, chaque chose en son temps. Alors, oh mon Dieu, regardez une hirondelle. Oh! Mais non, c'est le courrier. Il est bête. Moi, je le connaissais à peine, je savais pas trop à quoi m'attendre.
Et puis là, elle met un pied sur scène, et pouf, on se dit « Ah ouais, il y a quelque chose, quoi ». C'est vraiment comme un diamant brut, pas taillé, quoi. Elle vient là, et elle lâche ses sketchs. Allez, 34 000 €, oui, c'est ça, avec le petit moins devant. J'ai peur de comprendre. Comment c'est possible, ça? Je veux dire, comment c'est possible 34 000 € qui disparaissent comme ça dans une agence comme la vôtre, je veux dire. C'était tout nouveau, tout frais, quoi. Et c'est très excitant de vivre ce moment-là avec elle. Non, j'essaie pas de changer de sujet, non, pas du tout. Non, je suis juste un petit peu embêtée, quoi. On discute, c'est sympa, mais enfin, ça nous dit pas comment on va les retrouver, les 34 000. On trouve jamais la magie d'une première. On est totalement en lévitation, on ne sait pas ce qui se passe, on joue, on ne sait pas pourquoi ni comment, on ne sait pas où ça a rigolé parce qu'on est tellement ailleurs. Et moi, en fait, je suis toujours dans la recherche de cet idéal. Parce que franchement, je suis trop bien. Alors qu'elle joue au théâtre, Florence Foresti est repérée par un auteur chargé d'écrire des sketchs à la télévision. Pascal Sériès lui propose de devenir chroniqueuse dans l'émission quotidienne 20h10 pétante. Une belle opportunité, mais réussira-t-elle à mener de front cette double activité, la scène et le petit écran? Le 10 septembre 2003, elle apparaît en duo avec la comédienne Shirley Bousquet. Elles incarnent deux stripteaseuses. Bonsoir. Bonsoir, David. Riviette. Pareil. Nous présentons, nous sommes danseuses. Nous sommes danseuses dans le club Le Blue Delirium, un club de striptease, tu sais, comme toi. Nous sommes, nous venons depuis tout petit, tout maigre, pauvre, comme ça, de Slovaquie du Sud. Près d'Orléans. Oui, alors en fait, ce serait plutôt l'embranchement de la départementale 20. Ouais, c'est bon, Marie-Paul, on a compris. Très naturellement, moi, je faisais la grande duduche et elle, la petite nerveuse, quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, notre duo. À chaque fois, c'était elle qui menait la danse et moi qui subissais. Tu me fais danser et pleurer. C'était quand même un rythme très soutenu. Mais Florence, en plus, avait son spectacle au point-virgule. Et du coup, elle avait des journées de dingue. Je suis encore épatée de ce qu'elle a fait, parce que franchement, il fallait y aller quand même. Prenez-moi! J'en ai marre, cette boîte de merde! Le rythme est intense, mais Florence Foresti a bien conscience que la télévision est un moyen d'exercer son talent et de se faire connaître du grand public. À la rentrée 2005, elle accepte un nouveau challenge. Incarner chaque jour un personnage loufoque sorti de son imaginaire dans l'émission On a tout essayé. Qu'est-ce que c'est que l'éducation festuelle? Festuelle, mon ami. Festuelle. Festuelle, 2 F. D'accord. Festuelle. Alors, je vous explique. C'est une méthode qui consiste à remplacer, vous comprenez, les consonnes du vocabulaire sexuel par des F. Voilà, tout simplement. On va pouvoir faire des phrases anodines, comme fut fait la fite, je ne sais pas, fou fait la fac, bien sûr, se faire enfuler. Ou alors, bien sûr, mais ça n'est pas vulgaire, vous voyez, les gens rient, on s'amuse. Les caricatures féminines sont devenues sa marque de fabrique. J'aime pas trop caricaturer des gens qui existent vraiment. J'aime bien quand on sait pas trop de qui il s'agit. J'ai pas forcément envie ni de m'attaquer, ni de critiquer quelqu'un en particulier pour ce qu'il est, ni pour son apparence. Dans cette galerie de personnages, Dominique Pipeau, une ministre très langue de bois. Nous avons retrouvé des images où Florence Foresti planche avec son co-auteur Jérôme Daran sur une séquence mettant en scène cette politicienne fictive. Tu vois, elle explique qu'elle était sur le terrain et on s'aperçoit qu'en fait, elle était... Non? Ce serait pas mal. J'ai infiltré les gangs. Voilà. De ma fenêtre de voiture. Non, mais tu préfères pas que ce soit Ouais. de loin, non? Mais ça a été supprimé. Qui a eu cette idée? Non. Ah oui. Ah oui? Ah oui. Oui. Et qui a eu cette idée? C'est Jacques Chirac. Formidable. Voilà. C'était épatant. Voilà. Parfait. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça, ce sont des idées. Bien, on a 4 sketchs en cours. Et il est 10h53. Je me retrouve dans ce stress permanent. La télé, oui, ça me stresse beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup de...
Oui, il y a une urgence, il y a une deadline. C'est ça, la fin. J'ai peur. Mais oui, c'est normal. Moi, j'ai l'impression d'être une élève et d'avoir une dissertation à faire le dimanche soir pour le lundi matin. Madame Dominique Pipot, ministre des Affaires problématiques. Pendant les événements, monsieur Rouquier, où étais-je? Je vous le demande. Il était où, le Yuki? Oui, Mais j'étais sur le terrain, monsieur Rouquier, Ah, sur bien le évidemment. terrain, évidemment. J'étais sur le terrain, je faisais un tennis avec un collègue, mon confrère, et nous en avons longuement parlé. Vous voyez que nous nous sentons concernés par tout ce qui nous concerne. Et alors, à l'issue de notre échange, nous en avons conclu que la terre battue était un revêtement bien meilleur que tous les autres revêtements. Ce qui a tout de suite été frappant dans le jeu, dans la façon d'interpréter les sketchs chez Florence, c'est 1, l'énergie, 2, les mimiques. Il y a un petit côté Jacqueline Maillan, ou même du De Funès aussi chez Florence Foresti. Et puis cet art de la rupture, oui, qu'ont eu les plus grandes actrices du théâtre de boulevard, de Maillan à Muriel Robin aujourd'hui. Allez, moi je retourne sur le terrain, j'ai un squash avec Nico. J'ai tout le temps de rigoler, je remercie. Florence Foresti. Grâce à ses passages quotidiens, la comédienne devient une signature de l'humour très identifiée. Et comme sa popularité, les salles grandissent. En septembre 2005, le cadreur Jérôme Vassilakos est rappelé par la production de l'artiste pour suivre la préparation d'un nouveau seul en scène, joué à la Cigale à Paris. Sur ces images, Florence cherche encore ses marques dans le décor et peaufine la mise en scène. Ça fait barre, hein, c'est ça? Oui, c'est pour tes... Les accessoires. D'accord. Parmi les sketchs phares de ce spectacle, l'entreprise. La comédienne transpose la caricature du vieux patron harceleur dans la peau d'une femme. Oh là là, ça va être une galère, cette histoire. Non, on les calera, ceux-là. On les calera, ceux de l'entreprise. Ils bougeront pas du tout? Bien. Alors, Christian, vous m'apportez un café, vous êtes gentil. Sur elle est calée, hein. Bof. Je suis trop haute, non? Christian, vous m'apportez un café, vous êtes gentil. Bien. Installez-vous, jeune homme, je vous en prie. Donc, vous venez pour le poste de standardiste, très bien. Oui. Oh, c'est sympa, le téléphone. Vous aimez bien, c'est épanouissant. On y croit? Vous venez pour le poste de standardiste, oui, très bien. Christian, dépêchez-vous. Moi aussi, Christian, moi aussi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Je regarde partir. Hop, ça, c'est mieux. Tac, tac, tac. Et quand je me lève, oui, Christian, faites rentrer les filles pour la réunion. Je suis prête. Hein, vous prendrez un message de mignon, petit cul. Voilà, tac. Je passe devant pour accueillir les commerciales. Installez-vous, tac. Bon, il faut qu'ils soient éloignés, en fait, et que je m'assoie que du bout des fesses. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça marche, visuellement, Seb. Est-ce qu'on perd pas un peu de jeu des jambes et... Florence est quand même quelqu'un qui doute beaucoup de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, de son spectacle. Elle a besoin d'être réconfortée. Ouais. C'est une question de se remettre en question aussi, du coup, de pouvoir progresser. Ça marche ou pas? On fait pas semblant de répéter. Alors là... Parmi ceux qui la conseillent, Marie-Laurence Berton, coproductrice du spectacle. Elle est venue observer les répétitions. Florence Foresti va lui présenter l'entrée du sketch « J'aime pas les garçons, j'aime pas les filles ». Des garçons dans la salle, un truc comme ça? C'est très bien. Oui, très bien. Ça, c'est très bien. Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle commence pas direct sur laisse, Mais il y a une petite intro, je rentre en musique, moi, quand je danse ou Mais je oui, chante. c'est plus mais drôle. oui, mais oui, profite-en. Et tu la chantes? Oui, il faut qu'il chante en... Alors là, pour le coup, ce sketch-là est très visuel. Il concerne les rapports entre les hommes et les femmes, et j'ai ramené ces rapports hommes-femmes à l'enfance. C'est-à-dire, je me suis dit, finalement, les rapports entre les garçons et les filles restent les mêmes que dans une cour d'école toute la vie. Pour ça, je me suis beaucoup inspirée de ma nièce, en tout cas dans sa manière de parler et de bouger. T'as un petit rituel avant de monter sur scène? Des choses que tu fais régulièrement? Le petit livre des mots croisés, et puis le maquillage. Ouais. Et toucher mes cheveux pendant 3 quarts d'heure.
Mais t'as pas un des objets fétiches que t'as toujours avec toi? Non. Je sais pas, non. Ma seule superstition, c'est quand je joue bien un soir, le lendemain, ça va pas être bon. Alors ça, c'est une horreur. Mais à part ça, ça dont j'arrive pas à me défaire. Mais à part ça, j'ai pas d'objet fétiche. Un truc que j'aime bien, ouais, les fleurs, mes petits mots. Mes petits mots, avoir quelqu'un que j'aime bien, là, photo de Woody Allen, c'est pas mal. Et je me fais des livres où je colle tout en vrac, tous mes souvenirs. Alors je colle des photos, je colle des petits brins de fleurs séchées de la première. Tous les petits mots, je les stocke avec la date où je les ai reçus. Il y a mon premier article de presse qui est comme ça, tu vois, c'était même pas un article, c'était une photo comme ça dans le Progrès, tu vois. Je consigne le passé. Et donc je le ferai aussi pour la cigale. En couvrance, tu peux y aller. Hein. Moi j'aime bien quand j'ai un masque, parce que je sens que je me trouve trop horrible. Quand il s'agit de travail, je supporte pas l'à peu près. D'ailleurs, c'est des tyrans, en général, les humoristes. C'est de la mauvaise foi, c'est-à-dire que quand on a peur d'un bide, c'est très dur d'être responsable de ça. Et alors, on cherche des coupables. Et les coupables, c'est soit l'accessoiriste, soit le régisseur. Alors ça, c'est horrible d'être de mauvaise foi comme ça, mais je m'en rends compte très vite maintenant. Je gueule, je tyrannise tout le monde, et après, je m'excuse. Je dis, excusez-moi, c'est moi, j'étais mauvaise. Non, mais je ne sais pas, mais il me semble qu'au Splendide, il tenait beaucoup mieux, bien sûr. Mais c'était pas du petit chatterton de merde. Mais c'est pas du La Foresti qu'on voit sur scène, c'est un peu la même dans la vie de tous les jours. La nana un peu relou, super sympa, assez speed, à rebondir sur tout, à tout le temps faire des blagues. Quand elle est hyper énervée, qu'elle crie, je sais pas si c'est vrai ou si elle joue. Et tout le temps comme ça. Là, je sens la différence. Ah bah bien sûr, c'est le jour et la nuit. Florence Foresti saura-t-elle convaincre le public avec ce nouveau spectacle? Bonsoir, monsieur. Merde. Oh, vous êtes gentil. Plus que quelques minutes avant le verdict. J'ai envie de faire pipi. C'est trop tard. Je ferai pipi entre deux sketchs. Moi, d'imaginer que je puisse ennuyer une seule personne sur 1000, je peux arrêter de jouer pour ça. Un regard d'ennui ou un regard endormi, alors ça vous mine, mais c'est normal. Hein. Oh là 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 là. C'est surtout beaucoup de trac, beaucoup de stress. C'est vrai que c'est risqué, hein. C'est quoi cette lumière? Ah, c'est tout. Dis donc, quand le rideau s'ouvre, tu me coupes ça. Non, mais vraiment, regarde. La lumière que tu fais, malade. Allez, arrête. Installez-vous, jeune homme. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous venez pour le poste de standardiste? Oui, notre ancien collègue est en congé maternité. C'est formidable. Standard, pardon. C'est bien le standard, ça vous plaît? C'est sympa le téléphone. Hein? Épanouissant, ça. Voilà, bon. Alors, standard, très bien. Et vous êtes marié, peut-être? Non? Vous n'êtes pas marié du tout? C'est bizarre. Non, je dis, c'est bizarre, un bel homme comme vous. Hein. Bon. Alors, je le note, hein. Not married. Vous pouvez pas comprendre, c'est de l'anglais. Not married. Verbe irrégulier. ED. Bon. Alors, vous avez des enfants, peut-être? Des enfants. Non? Je préfère, c'est parfait. Non, parce que les papas qui filent en douce à 17h pour aller chercher les gamins à l'école, j'en peux plus. Donc pas d'enfants, c'est formidable. Vous n'avez pas prévu d'en faire dans les 10 prochaines années? Non? Super, bonne réponse. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein? Je vous remercie. Merci infiniment d'être venu, je vous rappelle très vite. Merci, Patou. Merci. Allez-y, marchez, je vous regarde. Tournez-vous. Voilà, au loin, comme ça. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Florence Foresti fait un triomphe. Et ce soir-là, parmi les spectateurs de cette première, s'est glissée une invitée qui est à l'origine de cette envie de percer dans l'humour. Quand j'étais plus jeune, je m'avouais pas que je voulais être humoriste. Et quand Muriel Robin est arrivée, elle a rendu possible un rêve, quoi. Et quand j'ai vu qu'elle le faisait, je me suis dit, ça y est, c'est possible, c'est ça que je veux faire. Elle a au moins incarné un fantasme. Femme comique, depuis Muriel Robin, on n'en a pas vu énormément. Qu'est-ce qui se passe? C'est un métier de macho.
Non, les il y en a. humoristes. Bon, il y en a moins. Statistiquement, oui, il y en a moins qui démarrent que de garçons qui se lancent. Hein. C'est sûr, il y en a moins parce que voilà, culturellement, ben, ils ont plus d'ancienneté, les garçons, je dirais. Mais c'est en train de changer beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes filles là qui se lancent. Hein. Ça a été une surprise pour vous que ça marche aussi vite ou vous attendiez à cela? Pour le public, ça peut paraître assez subi parce qu'ils vous découvrent comme ça à la télé. Et puis... Mais enfin, quand on le vit, tout se passe en général quand même assez progressivement, assez naturellement. Moi, surprise, oui, agréablement surprise. Et à la fois, quand on fait ce métier, c'est dans ce but-là. C'est dans le but d'être vu, d'être reconnu. Désormais célèbre, Florence Foresti fait ses premiers pas au cinéma et s'absente de la scène le temps de donner naissance à sa fille Tony. Sa nouvelle vie de maman va lui inspirer un spectacle plus personnel, Motherfucker. La pression est plus grande, car cette fois, elle ne se réfugie pas derrière ses personnages. Vite, tu veux pas me commander une pizza, quel fromage, je te prie. Car c'est avec sa propre vie que désormais elle va faire rire. Je suis pas concentrée. Le texte, je le vois, je le sais pas. Elle est stressée et en même temps excitée de pouvoir tester son nouveau spectacle et de pouvoir se livrer, ressortir ce qu'elle avait écrit durant sa maternité et tout ça, de pouvoir se libérer en fait de tout ce qu'elle avait dans la tête. Je pense qu'elle avait hâte de sentir la réaction des gens et de voir si ça marchait ou pas. Elle était très attendue à ce moment-là. Après quelques essais dans un café-théâtre, C'est canon, hein. Ouais, carrément. le rodage du spectacle se poursuit au théâtre du Casino de Deauville. Dans cette salle qui accueille 1000 spectateurs, Florence Foresti doit régler les derniers détails, les effets de lumière et de mise en scène. Un peu quoi. M'en faudra un de plus, quoi. C'est très dur pour moi de me la wesh sur la musique. Là, bonsoir. Et je reprends mes poses de connasse. C'est con. Mais je suis obligée de leur dire bonsoir, non? Un peu. Non mais je leur dis déjà bonsoir, il y a de la musique, on t'entend pas, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça suffit peut-être. Oui, sûrement, ça marche. Puis c'est peut-être un truc un peu café-théâtre. Ouais. Le bonsoir, comme ils étaient les genoux sur moi. Ouais. Il y a un moment, tu peux pas. Alors que là, peut-être, je peux me l'éviter. Ce bonsoir interactif. Qui est interactif en café-théâtre, parce que du coup, ils font bonsoir, tu sais, comme chez Guignol. Ouais. Tu vois? Alors qu'en grande salle, c'est peut-être pas nécessaire. Non. Pas besoin. Bon, alors attends, refaisons une fois avec l'ouverture du rideau noir, plus rapide encore. Bonjour Florence Foresti. Alors le titre donne déjà le ton. Hein. Pour prendre une périphrase qui reste acceptable, c'est un fichu métier, le métier de mère. Ah oui, oui, oui. Enfin, mère et père, hein, d'ailleurs, j'y tiens aussi d'être parent, en fait. Oui, je trouve qu'il y a encore des tas de choses à dire là-dessus, qu'il y a peu de choses qui ont été exploitées en humour, d'ailleurs, sur ce thème-là, même du côté des enfants, du côté des parents. Donc, de toute évidence, comme moi, ça m'a inspiré, je me suis servie dans ma vie quotidienne pour le resservir sur scène. Ouais. Bruxelles est une étape importante de cette tournée. Le 26 juin 2010, l'humoriste joue devant plus de 8000 spectateurs. La grossesse, c'est comme... je cherche une image poétique. Eh bien, la grossesse, c'est comme une gastro qui dure 9 mois. Alors sinon... Attends, non, parce que moi, je suis chargée de véhiculer un message positif aussi sur la grossesse, donc je peux pas vous laisser comme ça. Sans compter qu'il y a plein d'avantages à être enceinte. Voilà, il y a... voilà. Ah, je sais, ça y est, si. Quand t'es enceinte, t'as bonne mine. Et on te le dit toute la journée que t'as bonne mine, c'est fou, t'es hyper belle. Je te promets, je t'ai jamais vue aussi épanouie. Alors épanouie, c'est une manière courtoise de dire que t'es grosse, hein, je vous le dis. Non, pas du tout, Florence, t'es cynique. Non, vraiment, vous avez un truc, vous les femmes enceintes, de toute façon, vous avez une aura.
Pas d'aura, connard, ça fait 9 mois que j'ai pas touché une clope, que j'ai pas bu une goutte d'alcool et que j'ai 20 kilos en trop. Avec plus de 500 000 spectateurs, Motherfucker devient l'un des spectacles d'humour les plus emblématiques des années 2000. Il installe l'humoriste dans le cercle prestigieux des comiques préférés des Français. Comme Florence Foresti, Danny Boone s'inspire lui aussi de sa vie quotidienne pour écrire ses spectacles. L'humoriste a, dès son plus jeune âge, détourné son anxiété en faisant rire. Je vais bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime. Ouais. J'étais content hier de rentrer chez moi. Enfin, hier soir, j'étais un petit peu crevé. Non, j'étais bien. J'étais en pleine forme. Je serais bien retourné travailler. Si j'avais du boulot. 1995, Danny Boone est à l'affiche du Palais des Glaces. C'est sa première grande salle depuis son arrivée à Paris, 6 ans plus tôt. Ouais, génial. Ce soir-là, les spectateurs rient aux éclats, mais peu d'entre eux savent ce qui inspirait ce personnage tourmenté. Je venais d'être targué par la copine avec qui j'étais à l'époque, et j'ai écrit le sketch de la déprime. Et d'ailleurs, au départ, c'était une chanson. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. C'était une chanson que je chantais sans vouloir faire rire, d'ailleurs. Je voulais pas faire rire avec. C'était moi, ça me correspondait, je parlais de moi. Grâce à des archives secrètes, nous allons vous raconter la naissance d'une vocation. À travers ses premiers essais devant la caméra, mais aussi la naissance de ses sketchs les plus populaires. Ouais, c'est bien ça. Très bon. Allez, À 17 ans, celui qui s'appelle encore Daniel Amidou, fils d'Ahmed, chauffeur routier, et de Daniel, femme de ménage, quitte sa ville natale d'Armentières. Il part alors étudier à quelques kilomètres de là, en Belgique, au lycée artistique Saint-Luc. Sur son temps libre, il met de côté la pratique du dessin pour se familiariser au passage devant la caméra. C'est son camarade et meilleur ami, Philippe Olvout, qui a tourné ces images rares. On sort le caméscope un soir et on se dit tiens, on va faire un petit peu de mise en scène. Donc c'est éclairé avec un projecteur de diapositive dans lequel on n'a pas mis de photos. Et puis Dan dit oh, tiens, on pourrait faire peut-être les mauvaises nouvelles. Moi, je fais la météo du journal. Il fera beau sur la majeure partie de la France, excepté quelques flocons sur les Ardennes. Donc voilà. Et après, il y a juste Danny qui se lâche et qui improvise. Bonsoir. C'est le portrait robot de l'assassin de la petite Amélie. Si l'un d'entre vous l'a reconnu, qu'il téléphone à ce numéro pour donner plus ample renseignement. Merci. C'est tout au début des nuls. Et nous, on regarde quand même les nuls de temps en temps. Et on se dit, putain, c'est génial. Sauf qu'on le refait avec nos moyens, c'est-à-dire avec rien, quoi. Sous l'œil de la caméra de son meilleur ami, Danny Boone aime inventer des personnages en marge et très poétiques. Une autre facette de sa personnalité se dévoile. Les racines de vent corrosif, les émanations oxaliques et les injections formiques. Toute fatigue se dissipera bientôt. Et quand nous aurons été une fois au grand feuillet, nous délester d'un gros tas de merde.
À l'image de ses personnages, Danny Boone se sent lui-même décalé depuis toujours. Élevé dans une famille très modeste, avec un père souvent absent, la solitude et le manque de moyens ont marqué sa jeunesse. Au départ, c'est quelqu'un qui semble aller bien, mais qui a derrière comme un secret, comme quelque chose qui ne va pas. Et donc pour s'en sortir, il va chercher avec une énergie phénoménale là-dedans, dans ce qui est noir, et il arrive à le transcender, à le sublimer. Parmi les acteurs qui inspirent Danny, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Des héros muets qui jouent avec les expressions de leur corps et de leur visage. Dans un court-métrage intitulé Danny et la poule, il s'essaye lui-même au mime. Ce film est révélé pour la première fois. Le scénario s'écrit en même temps qu'on filme, et donc je le suis. Il a ce côté justement lunaire qui lui permet de raconter des histoires totalement insolites, voire surréalistes. Là, il va rencontrer donc la fameuse poule, puisque j'avais ce poulailler à côté où on mangeait les œufs. Et il me dit, je dois faire quoi? Alors je lui dis, je sais pas, tu balances du pain. Et à ce moment-là, il se dit, tiens, mais je vais peut-être aller bouffer une vache, moi. Au lycée aussi, Danny Boone fait l'acteur. Daniel, il faisait toujours quelque chose, quoi. Il y avait une guitare, il chantait, il jouait, il faisait du mime. Il était impressionnant parce qu'il touchait à tout. Même s'il faisait la fête, je veux dire, le lendemain, s'il fallait faire un sketch, il le faisait. Peu à peu, l'étudiant passe plus de temps à jouer la comédie qu'à dessiner. Les premiers à s'en apercevoir, ce sont ses professeurs. Ça s'est fait tout simplement à une fête ici, dans l'école. À un certain moment, on lui a dit c'est vrai que tu es quand même doué en acteur, il serait peut-être tout aussi bien d'essayer de tenter ça plutôt que le dessin. Danny Boone est alors en dernière année d'études. Il a déjà des propositions d'emploi, son avenir semble assuré. Pourtant, il décide de suivre le conseil de ses professeurs. Il sera comédien. Je le vois encore expliquer qu'il arrête ses études pour nous remercier. Je crois que c'est la seule fois où un élève est venu me voir personnellement pour me dire merci pour ces 3 années et demie d'études. À 21 ans, il écrit et joue dans la région de Tournai en Belgique, son tout premier one-man show. Son titre, Y'a culture et culture. À cette occasion, il est invité pour la première fois à la télévision locale. Alors, Danny Boone, on vient de me dire que l'heure tourne, mais il reste encore le temps de parler de votre spectacle. En Belgique et dans la région de Tournai, il y a suffisamment de cafés-théâtres pour se faire connaître, oui? Oui, étant donné en plus que je suis de la région de Tournai, que j'étais étudiant durant 4 ans, j'ai fait du mime automate quand j'étais étudiant dans des galeries marchandes. Pas vraiment sûr de lui, il parodie les héros de comics américains, Superman et son double, Clark Kent. Salut! Ça va ma poule? Vous me reconnaissez? Non? Clark? Superman. Bon, autre exemple. Clark. Superman. Danny Boone a conscience qu'il doit encore se perfectionner pour avoir une chance de percer dans ce métier. Le passage obligé, c'est Paris. Il s'y installe à la fin des années 80. Quand vous jouez dans la rue, il faut arrêter les gens, ça c'est une première chose, et ensuite il faut que les gens restent.
Et c'est encore plus difficile. Et souvent, il passe et voilà. Et, c'est une école très, très difficile. Philippe Olvout, son meilleur ami à l'époque, vient à Paris aussi souvent qu'il le peut. Et comme ils en ont pris l'habitude, ils imaginent ensemble des courts-métrages dont Danny est le héros. Des vidéos qui sont restées enfouies pendant 34 ans. Quand il est parti à Paris, moi je me disais, merde, il pourrait faire un truc dans le Nord, il y a des théâtres, enfin c'est... Et lui, il fallait qu'il aille réussir à Paris. Il y avait quelque chose de très ambitieux. Donc il a squatté chez son copain qui avait une pièce de 10 mètres carrés. Il mettait le matelas par terre. C'était la misère. C'était vraiment, alors là il est vraiment dans la galère parce qu'il avait vraiment aucune thune. Ce manque de moyens rend impossible l'inscription au réputé cours Simon que Danny rêve d'intégrer. Mais convaincu de son potentiel, la directrice lui accorde la gratuité des cours en échange de quelques travaux de bricolage. Son fidèle ami Philippe est autorisé à filmer une représentation en 1989. Pour Archives secrètes, il a accepté de nous présenter ces images. Mais je sens mes lèvres se gercer de mot en mot. Et comment vous écrivez du vent dans cet atelier hermétiquement clos? Réponse à ta question, il y a un trou dans le vitrage. Mais mon ange, que veux-tu que je fasse? Si tu penses qu'une prière peut être de quelque utilité, je suis toute prête à venir chez vous. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Ne fais rien, mais au moins, sois effondré, catastrophé comme moi. Ça me soutiendra. J'ai une idée bien meilleure. Je vais te réchauffer. Il a très vite déclenché le rire chez tout le monde. C'est un séducteur. Il est extrêmement séduisant. On ne peut pas dire que ce soit le plus beau. Hein. À l'époque, en plus, il y avait plein de boutons. Il avait une acné, mais costaud. Donc il était moche, quoi. Il était tout le temps accompagné de filles absolument magnifiques. Et il séduisait les élèves et les gens en général. Danny Boone passe 1 an au cours Simon. Et il écume ensuite toutes les scènes des cafés-théâtres pour se faire connaître. Moi, j'étais très heureux quand je jouais aux movies dans un petit café-théâtre. J'étais très heureux. Il y avait des 30 personnes tous les soirs et j'étais ravi, quoi. J'étais ravi. C'était le bonheur, quoi. Il est vrai que dans cette émission, on aime bien vous présenter des jeunes pleins de talent qui montent, qui débutent. Il y en a un qui, dans le domaine du rire, est en train vraiment de se faire d'ores et déjà une belle réputation parce qu'il a peur de rien. Il a des personnages parfois assez incisifs, assez violents. Ça surprend quand on voit ça pour la première fois. Il s'appelle Danny Boone. Le voici ici même pour vous cet après-midi. Oh, ça me fait mal. Oh, trop, c'est trop. Je le sens bien, Jean-Pierre, c'est trop, là. Je suis trop musclé. Non, mais c'est à cause du culturisme que je suis trop musclé. Parce que j'ai trop fait de club. 10 ans de club, hein, Jean-Pierre, ouais. Et en 10 ans de club, pas une amphétamine. Non, jamais une amphétamine. Et je te le jure. C'est beau quand même, hein. Mais tiens, regarde. C'est beau, hein. Mais c'est un petit peu trop. Ouais, pourtant les gars, ils m'avaient prévenu au club, les copains. Ils m'avaient dit, hein, gaffe Jean-Pierre, tire pas trop. Attention au point de non-retour. Je m'en foutais, moi, les points de non-retour. Oh. Cette exposition médiatique, Danny Boone la vit comme la récompense d'un long apprentissage. Il est désormais un humoriste reconnu qui enchaîne les spectacles et les tournées à travers la France. Il commence d'ailleurs à se produire dans de prestigieuses salles parisiennes, comme au Palais des Glaces en 1995, Vous comprenez pas? ou au Bataclan en 1998. En fait, j'écris tout le temps. Je vais avoir une idée et je vais la laisser, je vais l'oublier et je vais la redécouvrir 1 an, 2 ans, 3 ans après, comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Et ça, c'est formidable, ça donne un recul qui est formidable parce qu'on est très objectif. Coup de cœur spectacle au Casino de Paris, Danny Boone en parfait état, c'est le titre du spectacle. Succès, triomphe pour le petit gars du Nord d'Armentières, qui voulait être balayeur du théâtre de Lille et qui nous prouve une fois de plus aujourd'hui qu'il est devenu un très grand acteur. C'est complètement loufoque.
Vous faites référence à qui quand vous pensez à tout ça? C'est du Woody Allen, c'est des Marx Brothers, ou c'est Raymond DeVos? Oui, j'étais inspiré. Enfin, Raymond DeVos, moi, je lisais ses textes dans les livres de français. Je sais pas qui a eu la bonne idée quand j'étais enfant de mettre dans les livres de français des textes de Raymond DeVos, mais ça a été une révélation pour moi. Et c'est vrai, je disais tout à l'heure, devenir balayeur au théâtre de Lille, ça c'est vrai, c'est pas une légende? J'ai écrit une lettre parce que comme mes parents étaient ouvriers, d'un milieu assez simple, dans mon esprit, quand j'étais enfant, il fallait commencer au bas de l'échelle puis monter petit à petit. Donc j'avais écrit une lettre pour entrer comme balayeur pour finir acteur sur scène. À l'aube de ses 40 ans, l'enfant du Nord qui s'imaginait un temps balayeur au théâtre de Lille monte sur les planches de l'Olympia pour son show Waika, Kawe en verlan. Il a maintenant l'objectif de s'inscrire durablement sur la scène de l'humour. Pour suivre toute la mise en place de ce spectacle, la production a engagé Jérôme Vassilakos, le caméraman qui travaille souvent avec les humoristes. Hop. D'accord. On peut le faire en même temps si tu veux. Banane verticale, il va sur le pendard. Normalement la banane elle est bonne. Bonjour. Ça va? Ça va, forme? Ça va et toi? Ouais, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Jérôme. Ces images qu'il a tournées ont dormi dans un placard pendant 16 ans. C'est la première fois qu'elles sont diffusées. La première fois que je le rencontre, je vois quelqu'un de bienveillant, de très doux. Il parle tout doucement, très calme, vraiment à l'opposé de ce qu'il est un peu sur scène. Il va demander si tout le monde va bien. C'est une grande famille, c'est des gens avec qui il travaille depuis 10-15 ans. Une belle bande de potes, quoi. Dans cette équipe soudée, le régisseur lumière Philippe n'est autre que le petit frère de Danny Boone. Philippe! Ouais? Mets-moi le Kawe, s'il te plaît. Un technicien joue la doublure de l'humoriste qui, dans la salle, règle les derniers détails. Il y a un truc qui me dérange dans le Kawe. Ouais? J'aime pas trop les rouges, en fait, les pendrillons. Une fois la lumière ajustée, Danny Boone monte sur scène à son tour. Laissez. La caméra de Jérôme capte ce premier moment où l'humoriste se glisse dans la peau de ses personnages. Au moment où il essaye le Kawe, il cherche, il teste ce qui marche le mieux, la façon dont il peut le mettre, les positions les plus loufoques. Il est tout le temps dans la recherche de la perfection et il sait ce qu'il veut. Du coup, il lâche rien et il faut bosser jusqu'au bout tant que c'est pas fait, quoi. J'ai été, comme beaucoup, traumatisé par le port du Kawe. Et je me dis, tiens, c'est dans l'inconscient collectif. C'est intéressant comme élément clownesque. Je pourrais l'utiliser, le détourner, le Kawe. Voilà. Je m'appelle Jackie. Je suis timide et j'ai des ennuis. Mon cousin, il s'appelle Jackie aussi. Les gens n'ont pas forcément conscience du réel travail. On a l'impression que c'est improvisé, que c'est juste un mec qui est là et qui fait des blagues, mais en fait, c'est vraiment un travail assez minutieux à chaque fois parce qu'il va retravailler un peu la lumière, retravailler ses déplacements, ses petits mots, et tout ça à la virgule près. S'il vous plaît, prendre un seul pour l'agrandir pour Et c'est là où on sent le talent de Danny Boone, c'est qu'à chaque fois, il sait ce qui marche et comment l'amener. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, quoi. Le 5 avril 2006, c'est le jour de la première. Dans un peu plus d'une heure, Danny fera face à son public. Je suis un garçon assez anxieux, en fait, mais de la bonne anxiété. C'est l'anxiété qui fait avancer, quoi. L'anxiété qui est moteur, c'est-à-dire
Comme jouer pendant 1h45 demande une concentration et faire rire les gens, une concentration extrême, c'est au millimètre. Parmi les personnalités qui assistent à cette première ce soir, Gad Elmaleh, un ami de longue date. Oh, c'est adorable. Bonjour. Ça va bien? Ouais. C'est vrai? On déconne pas, Ah oui. Pas trop le... C'est un nouveau métier, ça s'appelle ostéo-coiffeur. Pas trop le... Ouais, bah Là, ça serait moyen. On sent que c'est quand même deux grands copains, ils font le même boulot, donc c'est pas des concurrents. C'est comme si c'était dans leur chambre d'ado à se raconter des blagues, et c'est assez marrant quoi. Ça va avec Chrysler. Pour Danny Boone, ce spectacle est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Ce soir, le tout Paris se presse pour applaudir le garçon d'Armentières, devenu un grand de l'humour. Je t'adore, tu le sais, alors voilà, je vais voir un peu ce que ça donne sur scène. Mais je t'aime. Est-ce que vous aimeriez lui dire un petit quelque chose? Oh, ça sera simple, Danny. Haut les cœurs, comme on dit. C'est trop tard, là. Je suis à la bourre, déjà. Il doit être déjà sur scène. Merde. Au début, moi, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et maintenant, j'adore à la fois cette sorte d'équilibre comme ça entre la maîtrise de la scène, de la voix, du physique, du mime, de la musique, et la fragilité toujours présente du track. C'est bon? Allons-y, allons-y. C'est un acte d'amour. Pardon, je crois qu'on a un petit souci d'électricité. Ça a sauté. Depuis la privatisation d'EDF, ça saute. Oui, bah va à la cave. Va à la cave. Il va à la cave et... Merde. Attendez, je vais mettre la molette à fond. Côté plus. Ah bah, voilà. C'est gentil d'applaudir, mais c'est raté comme entrée. C'est nul, je suis rentré au briquet, c'est nul. Il est à l'Olympia, il rentre au briquet, c'est nul. Alors que normalement, on aurait dit... Oh, ma cuisse, quel con! Oh, je me suis tatoué Bic. Tiens. L'un des sketchs les plus attendus ce soir-là est celui qui donne son nom au spectacle. J'aimerais savoir, maintenant, si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés de Kawaii. Tu serres les cordons de tes capuches, mais à mort. Il y a la capuche qui se ferme comme ça. Alors là, regardez bien ces techniques. Quand tu tournes la tête, le nez chauffe le bord de la capuche. Et grâce au nez, la capuche, elle tourne. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. C'est toujours là que tu tombes sur la personne dont t'es fou amoureux. Ah, t'étais là? Non, bah, je fais une petite promenade en kawaii. À partir du moment où je fais un rire avec une situation, un personnage, il y a cette communion-là, cette communion humaine, quoi. Ce moment de vie absolument merveilleux. Sur la scène de l'Olympia, Danny Boone fait un triomphe. Merci pour cette première. Du coup, je suis content, je reviens demain, j'ai décidé.
Et j'ai passé un moment merveilleux. Juste une petite information, Daniel Auteuil, qui est là, fait des dédicaces pour tout le monde après. Une petite table. Après 2 heures de spectacle, de nombreuses personnalités se pressent pour le féliciter dans sa loge. Julie Gaillet, des concerts parisiens. Ça va? Ok, merci. Bon, l'autre, on l'avait pas, alors. Attention. J'ai connu la fois. Ah, t'étais là? Mais je savais même pas que t'étais là. Mais c'est pas grave. Pourtant, il riait fort. J'arrive en retard. Je travaillais de fort. Elle est bien, hein? Elle est bien. On va boire un coup. À un moment donné, on nous dit qu'il y a un invité qui est là pour Danny Boone. Et hop, on voit Johnny assis avec, à côté de Laetitia. Alors bravo pour le truc SMAG, parce que ça a failli m'arriver un jour. C'est vrai? C'est vrai? C'est marrant. C'est marrant? Ah, c'est excellent. Pense à ça, je dis papa, il l'a pas fait comme ça. Il n'a pas été jusqu'à là, bah oui. On a bien rigolé en tout cas. On se dit, ah oui quand même, si Johnny il est là en train d'attendre Danny Boone, et il est là comme un fan, on sent que Danny est dans la place quoi. C'est le Johnny du One Man. Le spectacle Waika sera une étape importante dans la carrière de Danny Boone. Il est désormais une figure incontournable de l'humour. Un statut populaire qu'il conserve aujourd'hui à travers les comédies qu'il écrit, produit et réalise. Jean Rochefort partageait avec Danny Boone une forme de spleen qu'il désamorçait lui aussi par le rire dans toutes les situations. Et cet état d'esprit, le comédien l'a cultivé très tôt. J'aimais faire le clown, c'est quelque chose qui a été très important pour moi parce que j'ai eu une scolarité douloureuse. Je n'existais pas socialement et je me suis aperçu que grâce à quelques mimiques, j'avais un pouvoir. Et ça a été une révélation extraordinaire pour moi. Savoir faire rire et sourire, je crois que ça fait partie de l'inné. Je ne pense pas que ça s'enseigne. Sur ces images inédites filmées par l'un de ses amis bretons, Jean Rochefort a 23 ans et un besoin existentiel d'amuser la galerie. Vous allez découvrir que ce sens du jeu l'a poussé à devenir comédien et qu'il s'est trouvé dans le métier un groupe de copains décalés et drôles comme lui, la bande du conservatoire. Quand je les ai vus, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va se marrer? Et je n'ai eu de cesse de devenir copain de ce groupe-là. Le groupe qui était avec moi. Pour comprendre d'où vient cet art de la dérision, nous allons remonter le temps grâce à des documents exceptionnels que nous avons retrouvés. Nous sommes en Bretagne, en 1948. Ce jeune homme qui porte maillot, chapeau et moustache n'est autre que Jean Rochefort. Il a alors 18 ans. Ces images inédites ont été tournées par son ami Jacques Citroën, dans la station balnéaire de Saint-Lunaire. Il a rencontré Jean Rochefort 2 ans plus tôt en vacances et a immédiatement senti l'acteur né. Mon père avait acheté une caméra 8 mm et je m'étais amusé, déjà depuis plusieurs années, à prendre des petits films de mes amis, des paysages. Jean, originaire de Nantes, s'intègre très vite au groupe et ne tarde pas à se faire remarquer. Il était en vacances comme nous. Très rapidement, c'est devenu le bout en train de notre groupe. Donc, je me suis polarisé sur lui. Donc, j'ai pris des tas de films de lui. Il avait toujours plein d'idées. Il adorait imiter des personnages.
Et l'un de ces personnages qu'il aime incarner est celui du fonctionnaire Tatillon dans un petit sketch burlesque intitulé Le Douanier. Alors il se grimait, il se mettait une moustache, il se mettait de la poudre sur les cheveux. Clémence, sa plus jeune fille, comédienne elle aussi, redécouvre ces archives inédites de son père. Même s'il m'en parlait de ces images, il trouvait ça très amateur, mais je trouve qu'on voit déjà qu'il se passait quelque chose chez lui. Il y a une prédisposition sans doute à ce métier, ça se voyait à sa manière de marcher, de courir, d'aller dans la mer avec son vélo, et puis le goût un peu évidemment de l'incongru. Célestin Rochefort, son père, cadre dans l'industrie pétrolière, a l'ambition de belles carrières pour ses 2 enfants. Alors que Pierre, l'aîné, réussit à intégrer la prestigieuse école polytechnique, Jean vit douloureusement ses études. Mon père avait ce besoin énorme de faire rire, de divertir les autres, sans doute d'exister auprès des autres. Quand on n'existe pas du tout dans une famille, côté d'un frère polytechnicien, on a sans doute envie d'exister auprès de sa bande de copains, de ses amis. C'est aussi là qu'on découvre si les autres ont de l'intérêt pour nous, en fait. C'est là qu'on découvre qui on est, en quelque sorte. Et ça, mon père, voilà, il était là pour faire rire, avant tout. C'est donc contre l'avis de son père qu'il intègre le Conservatoire d'art dramatique de la rue Blanche à Paris. En 1952, il fait la rencontre de ceux qui deviendront ses amis pour la vie. Françoise Fabian, qui faisait partie de cette promotion, nous raconte la naissance de cette bande d'enfants terribles. Moi, je n'étais que spectatrice de cette bande. Ils étaient comme les 5 doigts de la main, quoi. Il y avait Marielle, Belmondo, Riche, Rochefort et Beaune. Alors, les 5 là, c'était vraiment les mousquetaires. Rochefort, il a toujours été élégant. Et alors, déjà tout jeune, il avait un mot. Que ce soit en dérision ou en admiration, il disait toujours « quelle leçon, quelle leçon ». Alors, ou que ce soit mauvais ou que ce soit très 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 bon, c'était son mot. « Quelle leçon ». Oui, il déconne bien. Oui. Moi, j'aime bien les gens qui déconnent un petit peu et qui sont en même temps sérieux et qui font leur métier avec beaucoup de, comment dirais-je, de tenue. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on était très en marge et qu'on avait peut-être un style, une façon d'être et de jouer aussi qui n'était pas valable dans le moment où nous étions au conservatoire. Alors, on était des cancres, quoi. On était des très, très mauvais élèves. On a fait nos classes au Pink Foot et on attendait. On savait qu'un jour, notre façon de jouer, notre façon de concevoir les choses intéresserait les gens. On l'espérait, en tout cas. À l'issue de cette première année au conservatoire, Jean Rochefort est recalé et il pense alors tout laisser tomber. C'est à Saint-Lunaire, en Bretagne, qu'il part se ressourcer, comme il en a pris l'habitude. Ça, c'est le désespoir absolu. Ah oui, ça a été tellement difficile. Heureusement, j'avais l'amitié de mes amis. C'est une chance magnifique. Et j'ai fait une dépression, une mini-dépression. Entouré de ses amis, il reprend confiance en lui et sort progressivement de sa mélancolie. À son retour à Paris, c'est son camarade Jean-Pierre Marielle qui le persuade de poursuivre son apprentissage. Ce soutien marque le début d'une amitié éternelle. C'est difficile de parler de ça, puis c'est très très difficile de parler d'un ami intime avec qui on a en fait eu peut-être presque plus de contacts qu'on peut avoir entre frères et frères. Là, c'était... Puis on était provinciaux, tout ça, on s'est retrouvés à Paris. Alors, forcément, il y a eu des correspondances mystérieuses.
surréaliste. Jean-Pierre Mariel a la réputation de, comme on dit dans l'argot de métier, de tirer la couverture à lui, c'est-à-dire d'essayer de se placer au premier rang. Est-ce que c'est vrai? Oui, quand ça lui est possible, effectivement. Mais avec moi, il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir le faire, parce que je suis toujours sur le qui-vive, vous comprenez bien. Effectivement, il a cette réputation. Il a eu pendant quelques années une perruque tournante, d'ailleurs, qu'il employait en toutes circonstances. Mais ça ne faisait pas rire les gens, parce que j'arrivais à me mettre devant lui à ce moment-là aussi. Alors, il a essayé le jet d'eau au milieu de la perruque, ça n'a pas marché non plus. Je suis désolé de dire ça, mais enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'était dans la prochaine fois, je vous le chanterai. Dans la prochaine fois, je vous le chanterai. Il a essayé de décaler la pièce. Non, mais enfin, je le dis, Voilà. Oui, alors je me souviens très bien, quand nous avons été contactés par Philippe de Broca pour jouer ça, il avait été question de Marielle à un moment, mais le producteur ne voulait pas de lui, et je crois que là, j'ai fait un geste. Hein? Oui. Enfin, oui, bah, disons-le. Si je n'avais pas insisté, tu ne faisais pas ce film. Alors, effectivement, on l'a pris un petit peu. Pas, quoi. Enfin, c'était un rôle beaucoup plus important au départ en scénario, mais on était obligé. Vous savez ce que c'est au cinéma? Heureusement, on peut couper. Et c'était nécessaire. Chacun des comédiens de cette bande trouve son emploi et le succès auprès du public. Et leur amitié se renforce au fil des années. Tout est prétexte à se retrouver, comme en 1987, à l'occasion d'une première de Jean-Paul Belmondo au Théâtre Marigny à Paris. Mélanie, elle était par là. Oh, Michel. Son Mimi. Bien son Mimi. Laissez passer un très bel acteur. On est fiers de nos jeunes gens. Et de vieux jeunes gens. On vient de gagner le concours des jeunes compagnies. Et c'est ça la complicité, l'amitié de ces gens qui rient des mêmes choses, quoi. Et c'est ce que j'avais rencontré avec eux, avec ce groupe, avec ces gens-là. Et j'ai trouvé une famille. Et ça a été très important. On ne s'est jamais quitté. C'est une grande chance parce que je vois Rochefort, Belmondo, Françoise Fabian, tout. On s'est toujours suivis, on est toujours restés proches. Et ça, c'est un grand bonheur. Pour Jean Rochefort, il n'est pas négociable d'envisager un événement personnel sans la présence de ses copains comédiens. Ce 14 janvier 1989, dans son fief des Yvelines, Jean Rochefort se marie. Il a demandé la main de Françoise. Bien sûr, toute la bande du conservatoire est à leur côté. C'est rarement vu une femme se faire applaudir par un tel parterre. Jean-Paul Belmondo a accepté d'être l'un des témoins du marié. Le groupe qui était avec moi. Ma mère montait à cheval et mon père aussi. Et vraiment, leur première rencontre, je crois que ma mère avait 18 ans, mon père 38 ans. Et ils ont été amis très très longtemps, bien 15 ans avant que leur histoire se concrétise. Clémence Rochefort, leur fille, nous dévoile les secrets de cette journée si particulière pour ses parents. On m'a toujours raconté que ma mère était assez en retard parce qu'elle était allée marcher dans la forêt. Mon père avait attendu longtemps avec tous les invités à la mairie. Et c'est ma grand-mère qui l'avait rattrapé pour lui dire il faut y aller maintenant, quand on s'engage, on y va. Jean-Raoul Robert Rochefort, consentez-vous à prendre pour épouse Françoise Marie-Simone Vidal. Oui. Françoise Marie-Simone Vidal, consentez-vous à prendre pour époux Jean-Raoul Robert Rochefort? Oui. Au nom de la loi, je vous unis par le mariage. Oh là là. C'est là que mon père s'est rendu compte qu'il avait oublié les alliances, donc il a emprunté les alliances d'un de ses meilleurs amis et qui ne rentraient pas évidemment à leurs doigts respectifs, donc c'était compliqué.
suppose qu'il est un L'autre témoin de mariage de Jean Rochefort est le comédien Philippe Noiret. Préférez-vous aussi le direct en matière de télévision? Ah oui. Ah bah oui, nous, nous sommes des enfants pionniers, de direct. Ouais, les buts de Chaumont. Ah, mon Dieu. Non, mais on a fait plein de trucs en direct. On a des tas d'émissions en direct. Les perruques qui se sauvaient. Oui, il se passait des Les tas de moustaches qui tombaient, c'est pourquoi maintenant Ouais. vous avez les vôtres, Voilà, monsieur. les moustaches qui tombaient, le vernis qui... On a Oui, connu non, tous c'est ces vrai, gens-là. c'était très... J'ai vu des caméramens en Côte de Maille, moi, derrière la caméra, pour qu'ils puissent passer dans le champ et que le téléspectateur ne remarque rien. En 1995, le réalisateur Patrice Lecomte a l'idée de réunir Rochefort, Noiret et Marielle pour les faire jouer 3 vieux comédiens oubliés dans un film complètement déjanté. Son titre, Les Grands-Ducs. Le projet au départ, c'était ça, faire un film avec eux 3. D'abord parce qu'ils se connaissent, qu'ils s'estiment, que jouer ensemble, ils n'en ont jamais eu l'occasion. Il y a eu un film de Tavernier qui s'appelait Que la fête commence, mais enfin, ils n'étaient pas ensemble dans le film. Walter, s'approchant. Vous êtes belle, Scooby-Doo. Scooby-Doo reculant. Non, n'approchez pas. Vous savez bien, je suis claustrophobe, ça peut me prendre n'importe quand. Allez. Ah, allez, dis-le que ça te fait marrer, ça. Reconnais, c'est marrant, non? Je veux savoir combien. Tous les trois, ils sont étourdissants d'invention, d'énergie, de talent, de cocasserie. Enfin, ils ont eu peur de rien, quoi. Et ça ressemble bien à Jean, ça. Le fait de foncer chousse, dans le genre, faut que ça passe ou que ça casse. Mais je crois dans un camp scout. Épargne-nous tes problèmes de puberté, tout ça. Je suis désolé, mais moi, la province, ça m'excite. Ah, à ce point-là. Ah, arrêtez, merde. Ah! Un film un peu bretzingue, mais on a adoré faire ce film, adoré. Quand on a tourné Les Grands-Ducs, ils étaient tout le temps ensemble, à prendre le thé, à papoter, à se raconter des souvenirs. Alors ils étaient, mais au-delà de l'amitié, il y avait de l'admiration, du plaisir à jouer ensemble. Ce qui était magnifique, c'est qu'il n'y avait pas de compétition. C'est-à-dire qu'aucun des 3 ne voulait être plus malin que les 2 autres. Non, ils avaient passé l'âge de ce genre de gaminerie. C'est quand tu te plantes, oui, ça me fait rire. Alors, est-ce que c'est difficile pour des bons acteurs de jouer les ringards? Pas du tout. Je prends la parole. Oui, vas-y. Je prends la parole et je la céderai tout à l'heure. Nous avons fait quelques entrevues cet après-midi, tous les 3, et mon ami Jean-Pierre a eu un très joli mot. Il a dit, les comédiens sont toujours les ringards de quelqu'un. Et en même temps, ce sont 3 cabots. Alors là, peut-être que c'était plus facile pour vous de jouer les cabots, non? Non, pas plus, monsieur. Si. Pas du tout. Si, quand même. Non. C'était non. plus facile pour vous de jouer les cabots que les ringards, quand même. Non. Ah, on si. est plus près du ringard que du cabot. Je le revendique. En ce qui me concerne, moi, je suis toujours le dernier, ça va être plus facile de jouer un ringard qu'un cabot. C'est vrai? C'est vrai? Oui, non, c'est vrai. Oui. Et puis c'est plus intéressant. Ce don pour la comédie, cette personnalité loufoque, Jean Rochefort l'aura jusqu'au bout, comme en témoignent ses archives de tournage jamais révélées. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus ici. Hein. Bah oui, vous êtes quand même gentils d'être venus ici. Oh mais ça va. On y va? C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou, comme les chocs à pic au fond de leur bol. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blasse et charbot varie. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Première version. Quand 2 jeunes auteurs lui proposent de raconter les classiques de la littérature en langage de rue, Jean Rochefort, 84 ans, s'empare de ce projet avec enthousiasme. Michel Pimpan se souvient de l'accueil réservé par le comédien à leur idée. Il a dit à Quentin, j'ai beaucoup aimé ce que je viens de lire, je trouve ça très drôle, voyons-nous le plus vite possible, il faut qu'on tourne ça, il faut que ce soit dans la boîte. Donc
Nous, on était fous de joie. Emma, elle se fait chier, donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. C'est assez hot, zizi bâton. Dans le projet qu'on lui apportait, il a trouvé une matière susceptible de vraiment l'amuser. En un sens, je dirais faire le pitre et faire de l'humour sur quelque chose d'intemporel qu'est la littérature. De ce point de vue-là, c'était un mariage parfait. On peut s'en refaire un, si ça vous dérange pas. On sait jamais. Hein, un coup de talon. On avait tellement imaginé la voix et la présence de Jean Rochefort sur les mots qu'on avait choisis que le voir et y assister, c'était vraiment un moment absolument magique. Tub, c'est quoi déjà? Non, parce que je ne veux pas confondre avec les... C'est masculin ou féminin? Tub, c'est le mec. Très bien, d'accord. Quand on voyait la chose se dérouler en direct, il y a des fois où j'ai dû me mordre la main ou le bras parce que sinon j'allais éclater de rire pendant le tournage. Donc ouais, il y a des moments de vraies grosses franches rigolades où on ne pouvait pas retenir un rire avec Quentin parce que nous, ça nous amusait beaucoup. Bienvenue ici, c'est là que mon père a enregistré les bolos des belles lettres. Il était assis sur ce fauteuil. Là, il avait souvent l'habitude de travailler ici. Puis en regardant par la fenêtre, ça devait sans doute lui rappeler la forêt de Rambouillet où on a habité pendant vraiment toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans. Lorsque Clémence Rochefort atteint l'âge de la majorité en 2010, son père fête cette année-là ses 80 ans. Oui, je pense qu'il apprécie de la jeune génération par son côté décalé, assez old school en quelque sorte, et en même temps aussi très, très dans le coup, comme on dit, entre guillemets. Mon père, il voulait être au contact de cette nouvelle génération. Voilà, moi, il me parlait cash sur notre génération, sur ce qui pouvait se passer. On n'avait aucun tabou tous les deux, alors que je voyais que certaines de mes amies ne parlaient jamais de leur vie à leurs parents, et moi, je disais tout, puisqu'ils acceptaient que la jeune génération vive, en fait. Ce dialogue facile, ce courant qui passe par l'humour chez Jean Rochefort, les auteurs des bolos en ont été les témoins directs, à l'image des messages qu'ils laissaient sur leur répondeur. Bon, ils sont injoignables tous les deux. Ils font la fête. C'est pas possible. Je rappellerai demain pour avoir un petit peu des échos. Et c'est Rochefort qui te téléphone. Dit Jeannot, j'ai touché en tôle ou quoi? Bon, à bientôt, on se rappelle. Redites-moi chez Père, pardon. Ah, Perché, oui. Le 28 avril 2016, ce sont les 2 derniers tournages pour les bolos des belles lettres. La Fontaine, 4e. On a enregistré ce jour-là les fables de La Fontaine. À l'époque, on ne savait pas que ce seraient nos derniers enregistrements. C'est instruire et plaire à son meilleur. C'est Jacob de La Fontaine et la faïence fabuleuse. C'est effrayant, mais c'est très drôle. C'est Jacob de... Je n'irai plus jamais aux toilettes. C'est Jacob de La Fontaine et la faïence fabuleuse. Excusez-moi, non, mais ça me plaît beaucoup. Jean était en forme et on sentait qu'il se régalait avec les textes qu'on lui avait soumis. C'est un piaf, bien pépère, qui chie sur un arbre chez Père et qui s'envoie un petit babybel des familles. Soudain, un rusé renard chaheux, dalleux, un cafin, ah voilà. Soudain, un rusé renard dalleux veut goûter ce délice fromager. Alors il lui demande de chanter les Beach Boys. Le piaf part en solo, a cappella. À l'écriture, avec Quentin, on a pensé que ce serait bien qu'il chante la chanson Bab Rain des Beach Boys, mais la version Babybel française. Et Jean, évidemment, il nous a pris au mot et il l'a fait très très bien, à la cool, avec un peu un côté rocker, Johnny. Ba 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 Babybel. Ba 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 Babybel. Ba 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 Babybel.
Oh mon Dieu, pourvu qu'on m'interne pas. Dites mon âge à personne, ils vont m'interner. Bon, très bien. Jean Rochefort nous avait rapporté que son entourage trouvait que ce projet, le projet des Bolosses des Bellettes, lui faisait beaucoup de bien, le maintenait à flot quand parfois il avait des grands moments de déprime ou des grands moments de doute existentiel. Ce doute assez permanent, moi je l'ai ressenti quand justement il allait débuter un film et qu'il disait je me sens pas capable, je connais pas assez bien mon texte, alors qu'il l'avait répété plein de fois et qu'il connaissait par cœur. Oui, il avait ce doute ancré en lui. En même temps, c'est ce qui lui a aussi permis de progresser, de se remettre en question, d'être perfectionniste. Ce doute lui a aussi rendu beaucoup service. Il me disait souvent ces derniers mots, « Ose entreprendre, Clémence, n'aie pas les mêmes doutes que moi ». Ce sont des choses qui me servent énormément aujourd'hui. Alors le goupil lui dit, la prochaine fois, bloque les paroles, Nagui, parce que je t'ai fait taratata dans les stofs. Et il part, on sait où est. Jean Rochefort ne se doute pas que cet éclat de rire filmé pour les Bolosses des Belles Lettres est le dernier acte d'une vie de comédien qui aura duré 68 ans. Il reste bien sûr d'autres histoires de personnalités à raconter, d'autres archives inédites à dénicher, d'autres coulisses à révéler. Nous allons continuer de partir à la recherche de ces séquences rares, de ces rushs inconnus, de ces extraits sonores oubliés, afin de vous faire entrer dans l'intimité des artistes qui ont su tisser un lien si fort avec vous.